Et bonjour à tous et bienvenue. On se retrouve pour cette soirée consacrée à l'écriture. Bonjour Vadrigar, bonjour Xian. Ah, t'es pas en live Xian? Je pensais que tu jouais ce soir. Donc on est ensemble ce soir pour parler de... Hop, je le prends. Ce livre, le guide du scénariste de Christopher Vogler. Donc voilà, au cours de la soirée, je vous parlerai du livre, je vous expliquerai un petit peu... Tu live dans 1 heure, d'accord, ok, écoute, ça fait plaisir de te voir faire un petit coucou. Alors là j'ai juste un petit souci, c'est que j'ai une Mina qui est vautrée sur mes notes. Si vous allez voir Twitter ou mes stories Instagram, vous la verrez, attention, c'est insoutenable. Franchement, j'ai honte. J'ai très très honte de ce que je lui fais. Je pense que je vais vous chercher le tweet parce qu'il faut voir ça. C'est... Un chipi. Donc voilà, la posture de Mina actuellement. Sachant que le papier sur lequel elle dort, ce sont mes notes. Faut la tondre comme Bombure. Ah, si j'avais une tondeuse. Ouais, là, elle a un peu chaud, surtout qu'elle a un peu fighté aujourd'hui parce qu'on a Shadow, donc la petite minette errante qu'on nourrit et qu'on est en passe d'adopter, qui est rentrée dans la maison et là, ça a été la guerre. Alors, moi, j'attends que les gens qui veulent viennent. J'en profite pour vous montrer ceci. Voilà, donc il est tout beau, il est tout neuf. C'est... Les enquêteurs du Paris des Merveilles, donc c'est la nouvelle anthologie du Paris des Merveilles dirigée par Pierre Pével, et j'ai une nouvelle au sommaire qui s'appelle Chat, crime et botanique. Je me suis vraiment éclatée à l'écrire, je suis super contente du livre, enfin, en plus il est très très beau. Je vous montrerai l'intérieur. On voit bien, voilà. Je vais faire une braque sexiste, pardon, je vais me flageller. Oui, tu vas dire que c'est grâce à mon physique que je vends les bouquins, c'est ça? Mais bon, là, ils ont quand même... voilà. Si on regarde, il y a la tranche aussi. Et la tranche est raccord avec les autres tomes du Paris des Merveilles, donc c'est vraiment super, super chouette. C'est un beau livre. Mina, tu es en train de couler. Aïe, aïe, aïe. Ma manière dont tu places les nouvelles, je vais me flageller. Ouais, j'ai pas de tapette axiane, hein, mais l'idée est là. Je vous rappelle d'ailleurs, si vous voulez jouer, les commandes sonores sont ici. Mina, ça me désole, je vais être obligée de la bouger parce qu'il faut que j'accède à mes notes. Alors, on va essayer juste de les récupérer. Allez. C'est bon, j'ai les notes. Ouais, alors j'ai pas suivi celui-là honnêtement, mais visiblement j'ai pas loupé grand-chose. Mais non, elle veut pas rester si elle dort pas sur mes notes. Enfin bon, c'est... Les réseaux sociaux, c'est un peu la lie de l'humanité parfois. Enfin bref. Alors, la boisson du jour, c'est de l'eau, parce que je sais pas chez vous, mais là, nous, on a passé les 30 degrés et mon bureau est en sous-pente, donc ça chauffe bien dans le bureau. J'ai hésité à faire le live dans le jardin, mais il aurait fallu que je bouge tout, ça allait être vraiment galère. Donc là, je souffre. Et encore, moi, ça va. J'ai vu mon frère, il avait, je crois, 35 à Grenoble, quelque chose comme ça. Il a cramé en revenant du boulot, alors que lui, il crame jamais. Vous voyez, la soirée est brûlante comme l'enfer chez nous aussi. Ouais, là, il y a un tout petit peu d'air. Demain, alerte rouge canicule. Ouais. À nous, c'est pour ça, samedi, où ils annoncent le plus chaud, on va monter sur Dunkerque. Après, on va s'entraîner à l'escrime avec les copains. Connaissant la salle, je suis pas sûre qu'on survive.
parce que c'est des gens qui ont... Ah, ils sont bons, hein, ils ont construit une super salle de sport, mais il n'y a pas moyen de l'aérer ou de la mettre en courant d'air. Donc voilà, c'est magique. Téléphone qui vibre, il faut que je le mette en silencieux, sinon ça va me gonfler. Où es-tu, téléphone? Ici. Voilà. Hop, téléphone en silencieux. Bah écoutez, je vous propose qu'on commence doucement. Les gens nous rejoindront au fur et à mesure. Alors, donc, comme je le disais, ce soir, on parle de ce livre, Le guide du scénariste de Christopher Vogler, sous-titré « Concevoir des histoires universelles qui toucheront tous les publics ». Voilà, donc, c'est un bouquin dont j'avais pas mal entendu parler. Notamment, je sais que, j'en parlerai plus tard, je sais que Alexandre Astier s'en est beaucoup servi pour Kaamelott. Je le voyais passer assez régulièrement dans la liste des choses à lire, donc voilà, à Noël je l'ai acheté, et je savais qu'il était en fait adapté de ce livre-là. Donc on va commencer par parler de celui-là. Alors ça, c'est pas un livre d'écriture. Le héros aux mille et un visages, en fait, ça a été écrit par Joseph Campbell en 1904. Donc... lui, en fait, il est inspiré par les travaux en psychanalyse de Jung. Jung, qui était un des disciples de Freud et qui s'est plus ou moins fait son Anakin Skywalker avec Freud, qui s'est rebellé, qui a créé sa propre branche et qui a influencé pas mal de personnes, notamment Joseph Campbell, qui a par la suite utilisé notamment la théorie des archétypes qu'on trouve chez Jung. En fait, lui, il l'a utilisé. Hey, bonjour Céline, écoute, bienvenue, on commence tout juste. Donc là, je parlais du héros aux mille et un visages de Joseph Campbell. Donc il a été écrit en 1949, mais il n'a été traduit en français apparemment qu'en 1980. Voilà, on est un chouille à la ramasse, mais c'est pas grave. Alors, le héros aux mille visages, en fait, il part du principe qu'il existe un monomythe universel. La Bible de George Lucas, mais totalement. En fait, donc voilà, au travers de ce bouquin, qui est quand même, c'est de la pavasse, hein, et encore, moi j'ai l'édition de poche avec du papier Bible, donc je vous laisse imaginer ce que ça donne en grand format, hein, on peut s'en servir pour maintenir une porte ouverte, je pense. Donc Campbell, en fait, part du principe que globalement, toutes les mythologies du monde sont connectées, qu'il existe un monomythe qui, concrètement, ce serait un genre de mythe universel qui servirait de base à toutes les histoires. Alors, Campbell, il est critiqué aujourd'hui, parce que c'est une vision extrêmement occidentale et très centrée sur les figures masculines. Il oublie complètement les figures féminines, à part si elles ont un rapport au héros, soit en tant que mère, soit en tant qu'amante, soit en tant qu'opposée. Des fois un peu tout ça à la fois, c'est la beauté de la mythologie. Voilà, et comme dit Xian, il prend ce qu'il arrange pour appuyer sa thèse, c'est exactement ça. Moi, sans être une experte, il y a quand même certaines mythologies que je connaissais, et tu dis, ouais, mais il y a plusieurs versions du mythe, vu que c'est des légendes orales, donc ça circule et ça vit, et que globalement, ouais, il a pris ce qu'il a arrangé. Alors, comme disait Céline, et Xian, ouais... Mon Dieu, je vais me faire piquer par une abeille, tout va bien. C'est chiant à lire, hein, on va pas se le cacher. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait quand même des trucs assez sympas. J'ai envie de dire, si on est auteur de fantasy, il y a des choses qui peuvent être intéressantes à prendre sur les mythes fondateurs, sur la cosmogonie. Enfin voilà, ça peut donner des bonnes idées si on veut créer une religion. Après... voilà, son template d'histoire, on dit ouais, ok. Ça aurait pu en rester là, parce que c'est un gars qui étudiait la mythologie et qui n'a pas eu au départ un retentissement
autres que les cercles qui s'intéressaient à la mythologie, mais finalement Hollywood a découvert son œuvre, et notamment, comme le disait Xian, George Lucas, qui s'est énormément inspiré de Campbell pour Star Wars. Et vous allez voir, quand on va développer les archétypes et le voyage du héros, que comme Vogler les écrit dans son bouquin, vous allez retrouver des choses, ça c'est évident. Alors, comme je le disais, ça c'est vraiment de la pavasse et c'est pas hyper fun à lire. Entre en scène Christopher Vogler, donc qui lui a découvert Campbell et à qui ça a vachement parlé. Et Christopher Vogler, en fait, qui a écrit, c'est en 1995, The Writer's Journey, qui est un petit clin d'œil au Hero's Journey, donc au voyage du héros. Donc là, ça devient le voyage du scénariste en 1995 et qui a été publié pour la première fois en France en 97 sous le titre Le Guide du scénariste. Comme quoi, on est moins à la ramasse niveau date de parution et traduction. Par contre, niveau titre, voilà, c'est toujours pas ça. Vogler, c'est pas un illustre inconnu, il a pas mal bossé sur Hollywood, notamment il a bossé chez Walt Disney sur Aladdin et le Roi Lion, donc voilà, pas des petits Disney non plus. Je sais que voilà, moi le Roi Lion, je pense que ma mère avait envie de brûler la cassette tellement mon frère et moi on a pu le regarder. Enfin bref. Et en fait, sa méthode a été utilisée par les script doctors. Donc en gros, les gens qui débuguent les scripts sur Hollywood, et ça a été utilisé par pas mal de scénaristes, notamment Darren Aronofsky. Et en France, Astier ne s'est jamais caché de l'influence que Vogler avait eue sur lui. Et d'ailleurs, je crois qu'il l'avait fait venir en France il y a quelques années pour faire un séminaire sur l'écriture. Alors, Céline qui dit Vogler, pour moi, c'est juste Campbell avec une vision intérieure du personnage et de sa psychologie en avançant dans le récit. Alors oui, on va voir en détail de quoi il parle, mais effectivement, autant Campbell, c'est vraiment de la mythologie pure, là, le bouquin de Vogler, c'est un guide, donc c'est quelque part décortiqué pour correspondre à ce qu'on attend d'un film hollywoodien. Et ça, ça va avoir son importance pour la suite. Globalement, le guide du scénariste, il va s'articuler autour de deux axes. On va d'abord voir les archétypes, et ensuite le voyage du héros. Donc on commence par les archétypes. Donc les archétypes sont très largement issus de Campbell, qui lui-même les pioche de Jung. Alors, Jung, j'ai pas encore trop lu, je l'ai un petit peu étudié en philo quand j'étais en prépa, mais bon, ça commence à dater un peu. C'est sur ma liste de lecture. Globalement, c'est, comme je disais, un psychanalyste qui au départ était un élève de Freud et qui était dissident et qui a travaillé... Bon, alors on banne, je suis super fraîche, ouais, mais j'ai pas envie de répondre à des cons. Alors, toi... Hop. Comment on le bannit? Allez, voilà, un petit bannissement. Comment est-ce que je... Ah, t'as été plus rapide que moi. Ouais, non, mais là, je suis pas d'humeur. Franchement, autant si j'ai le temps, je joue un petit peu avec, mais là, c'est bon, quoi. Je viens de me fader une formation, j'en peux plus, là. Ouais, donc... Jung, en fait, il a vraiment travaillé sur des histoires d'archétypes qui formeraient qu'on retrouverait dans la psyché humaine, et donc ça a influencé Campbell et Vogler. Alors, chez Vogler, en fait, les archétypes, c'est des types de personnages, en fait, qui vont avoir une fonction particulière dans le récit. Il dit très clairement que un personnage peut incarner plusieurs archétypes, ou qu'un archétype peut être incarné par plusieurs personnages. Et on va voir ça. Alors, le premier archétype, c'est le héros.
Alors, chez Vogler, le héros, c'est celui qui sacrifie pour sauver les autres et qui combat le mal, qui combat pour ce qui est juste. En général, bon là, le héros, je pense que ça parle à tout le monde. Globalement, ça va être la focale du récit. Donc le personnage principal, c'est celui qui va vivre le plus de conflits, qui a pour but de grandir, d'évoluer, qui est vraiment un moteur dans l'intrigue. Là où c'est intéressant, je trouve, c'est qu'il dit que l'archétype de héros, donc souvent c'est le personnage principal, mais qui peut être combiné avec d'autres archétypes. Et notamment au niveau, un antagoniste peut avoir je vais y arriver. Un antagoniste finalement peut avoir des qualités de héros. Et moi je pense à un exemple assez récent qui m'a marqué, c'est Silco dans Arcane, qui est un antagoniste, qui est moralement répréhensible vu que c'est un parrain de la pègre, mais en même temps qui a des valeurs d'héroïsme, et dans les valeurs d'héroïsme selon Vogler, il y a le sacrifice pour les personnes qu'on aime. Et là, Silco, il est en plein dedans. On peut avoir aussi des mentors héros. Et là, pour revenir sur Star Wars, je pense à Obi-Wan Kenobi. Parce qu'en fait, Obi-Wan, c'est un ancien héros qui est quelque part déchu parce qu'il a échoué à éviter que les Sith ne prennent le pouvoir. Il devient un mentor pour Luke Skywalker. Et il a une dimension héroïque parce qu'il va lui aussi se sacrifier pour les autres dans Un Nouvel Espoir. Ça va, je spoil pas, hein, tout le monde l'a vu. Si vous l'avez pas vu, Xian va vous taper. Alors, qu'est-ce que je disais dans mes notes Oui, donc il peut y avoir des héros moraux, mais il peut y avoir aussi des anti-héros. Donc là, c'est un héros qui va avoir un code moral, mais qui va défendre des valeurs, mais qui... Oui, non, ça c'est pas nouveau, hein. Globalement, si vous l'avez pas vu, vous ne vous en prenez qu'à vous-même, c'était pour rigoler. Donc oui, le anti-héros, il va avoir des valeurs, mais finalement qui vont être des valeurs plutôt du côté du mal, j'ai envie de dire. Ensuite, il y a un archétype que tout le monde connaît, c'est celui du mentor, qui est surnommé le sage ou la bonne mère. Le mentor, c'est la partie responsable, c'est celui ou celle finalement qui va guider le héros dans son voyage. C'est lui qui a de la sagesse et qui essaie de la transmettre au héros. Le mentor, le bougre par excellence, pardon. Ouais, ben justement. Il y a différents types de mentors. Moi j'ai noté justement le mentor déchu, le mentor héros déchu. Et là on reparle de Obi-Wan, très clairement, qui est pile dans cet archétype. On peut avoir des mentors noirs. C'est des mentors qui guident le héros, mais sur une voie plus sombre. Et je pense à les films Hannibal. Oui, tout à fait, Palpatine, c'est un mentor noir. Mais le fantasme sur Merle. Après, je pense à Hannibal, à la fois dans les films où c'est un guide pour Clarisse, mais en même temps, surtout dans le deuxième, où il essaie il essaie un peu de la corrompre, et c'est encore plus visible dans la série, où Hannibal est un mentor noir pour Will. Donc voilà. Alors, le mentor, on va être clair que c'est un peu cliché. Je vous renvoie à Kaamelott, Perceval avec ses vieux, parce que les vieux, c'est hyper mystérieux. Mais c'est pas obligé que ce soit un vieux. Le mentor, en fait, c'est quelqu'un qui a plus de sagesse que le héros. Et il y a un exemple que je trouve super intéressant, c'est le film 500 jours d'été, où en fait... D'accord, Xian est en roue libre. En fait, dans 500 jours d'été, le mentor du personnage principal, c'est la petite sœur. Parce que le personnage principal, en fait, c'est une comédie romantique et il galère à trouver l'amour de sa vie. Et en fait, il a des attentes absolument irréalistes au niveau des femmes avec qui il sort, et notamment d'une.
et de l'amour en général, et en fait c'est sa petite sœur qui a une 12aine d'années, qui est vachement plus mature, qui sert de mentor pour l'aiguiller et pour lui latter la gueule quand il déconne trop. Et en fait, ça marche super bien, c'est super drôle. En plus, la gamine qui lui donne les conseils amoureux et qui lui dit quand il a fait de la merde, c'est génial. Alors, petite goutte d'eau. Ensuite, dans les archétypes, on a le gardien du seuil. Le gardien du seuil, c'est souvent un antagoniste qui apparaît au début de l'histoire et qui va un peu barrer le passage au héros. Et souvent, c'est un des premiers tests. C'est là où on teste vraiment la motivation du héros à entreprendre le voyage. Et ça lui permet aussi de commencer à développer des capacités. Parce que le héros typique, c'est Luke Skywalker, c'est Belgarion dans la Belgariade. Voilà, c'est le cliché du gamin de ferme qui, en fait... et un héritier est un magicien et qui doit quitter son village pour accomplir une quête qui va lui ramener des pouvoirs. Je pense, voilà. On y reviendra dans la deuxième partie où on détaille vraiment le voyage du héros. Et Harry Potter aussi, tout à fait, exactement. Et donc voilà, le gardien du seuil, il a cette fonction de test. Ce qui est intéressant, c'est que... en fait, il peut devenir soit un antagoniste, soit un allié. En général, le gardien du seuil, il est vaincu par le héros, et souvent c'est un personnage qui devient récurrent, enfin qu'on va retrouver, et soit c'est « Ah, tu es tellement fort, je te rejoins », je deviens un compagnon de route, ou alors tu ne perds rien pour attendre. Et c'est un pattern qu'on retrouve notamment dans les James Bond, parce que très souvent, avant d'être confronté au grand méchant, James Bond, il a un ou deux sbires un peu marquants qui vont retrouver El Guardiano del Payason. J'aime beaucoup ta traduction. Et donc, oui, il va y avoir ces sbires qu'on va retrouver au fur et à mesure, et qui vont un petit peu rythmer les rencontres de James Bond avant qu'il y ait le conflit avec le grand méchant. C'est un petit peu les petits boss avant le boss final. Ensuite, on a un archétype, celui du messager. Le messager, en fait, c'est lui qui apporte un défi que le héros doit relever. Donc globalement, le messager, c'est à peu près équivalent à l'élément déclencheur. C'est la personne ou éventuellement l'événement qui va mettre le feu aux poudres. C'est vraiment la petite étincelle qui permet de faire démarrer l'intrigue. Ensuite, on va avoir en autre archétype le personnage protéiforme. Celui-là, c'est un petit peu plus compliqué. Il ressemble pas mal à l'archétype du trickster, qu'on verra après, mais Vogler distingue vraiment les deux. Il dit le personnage protéiforme, souvent c'est l'archétype de la femme fatale. Parce que voilà, lui, il part du principe que le héros est masculin et que le personnage protéiforme est souvent du sexe opposé. Donc, bon, voilà, ça en dit long sur l'ouverture d'esprit, mais soit. Le personnage protéiforme, en fait, c'est un personnage qui, tour à tour, va aider ou trahir le personnage principal. Donc on a, voilà, l'archétype de la femme fatale, notamment dans les films policiers. Mais moi, il y en a un qui me vient en tête, qui pour le coup est un archétype masculin opposé à un personnage masculin. Il y a un peu de tension entre les deux, mais rien qui est exploité. C'est Alex Krycek dans X-Files, qui, des moments, va aider Mulder. La meuf au gros nichon, oui, Krycek n'a pas de gros nichon, enfin encore que je n'ai pas vérifié, mais dans X-Files, en fonction de ses intérêts, des intérêts des scénaristes aussi, ne nous le cachons pas, il va être soit un allié, soit un ennemi de Mulder. Et ça, pour le coup, c'est vraiment un personnage protéiforme. Et c'est là où je trouve que ces archétypes peuvent être intéressants, c'est que si on se creuse un petit peu le ciboulot et qu'on évite de tomber dans le cliché et qu'on essaie de sortir un petit peu des sentiers battus, ça peut donner des trucs chouettes. Et c'était... j'ai entendu il y a pas longtemps Brandon Sanderson qui parlait notamment des personnages et il disait, lui, quand il a découvert la roue du temps à sa sortie... la grosse nouveauté pour lui, c'est que le personnage de Mentor, il est féminin, c'est Moiraine.
Moiraine Sedai, qui a un rôle de mentor pour Rand et ses amis. Et il disait, bah lui, il avait l'habitude de lire de la fantasy qui était dérivée de Tolkien, de Vogler, etc., où le mentor, bah, c'était un vieux. Et là, en fait, le fait que ce soit une femme d'apparence physique jeune, bah en fait ça l'avait marqué, ça l'avait perturbé. Donc voilà, je pense que les archétypes c'est intéressant, mais pas tomber dans la facilité et dans l'évidence. Ensuite, comme autre artefact, on va avoir l'ombre. L'ombre, en fait, c'est tout ce qui est refoulé et tout ce qui va être opposé aux valeurs du héros. Ça peut être un adversaire, un antagoniste, souvent c'est ça. Voilà, ce qui marche bien en dramaturgie, c'est quand l'antagoniste a finalement des valeurs et des qualités qui font écho à celles du héros. Parce que du coup, ça permet vraiment un effet de miroir, ça permet un dialogue dynamique. Donc voilà, l'ombre, c'est cette idée-là, c'est que c'est la partie inversée du héros. Mais le mentor, enfin l'ombre peut être aussi mentor. Donc là, on revient sur l'idée de Hannibal Lecter, de Palpatine. L'ombre peut être aussi, faire aussi partie du héros. Ça peut être quelque chose d'intérieur qu'il doit surmonter. Là, à ce moment-là, on va plus être sur un film psychologique. Ensuite, on va avoir l'allié, un ou plusieurs alliés. Là, très clairement, on peut avoir plusieurs personnages qui vont avoir cet archétype. Donc la fonction de l'allié, c'est simplement d'assister le héros. Pourquoi l'allié ? Parce que ça donne de l'aide au héros, et vu que le héros est souvent un peu surtout dans la manière dont Vogler le développe, c'est un petit peu un parangon de vertu, donc c'est voilà, celui qui veut le bien, qui est prêt à se sacrifier pour les autres. Ça peut ne pas être, on va dire, le lecteur ou le spectateur peut avoir du mal à accrocher au personnage, et c'est souvent pour ça qu'il y a des alliés ou des sidekicks. Et un des plus connus, qui vraiment humanise le personnage de qui il est le sidekick, c'est Watson. Voilà, je pense que là, il n'y a pas à discuter, mais à mon avis, en se creusant un petit peu la tête, on trouve beaucoup d'alliés. Pour rebondir sur Harry Potter, oui, très clairement, Harry, moi, c'est pas mon personnage préféré, j'ai envie de lui coller des baffes. Je préfère largement Ron, Hermione, Hagrid, voilà. Parce que, quelque part, je les trouve plus humains et plus intéressants que Harry lui-même. On arrive au dernier archétype, c'est le trickster. Le trickster, alors il n'y a pas vraiment de traduction en français, c'est celui qui va bouleverser l'ordre établi. Souvent c'est un archétype un petit peu de magicien qui va révéler ce qui est caché. C'est celui qui n'aime pas l'ordre et qui va générer du chaos. Et bon, là, moi, un exemple qui m'est venu, en plus, dans la mythologie de base, c'est un trickster, c'est Loki. Voilà, Loki qui est une force de bouleversement, qui n'aime pas l'ordre, qui aime bien le bouleverser, qui est jamais là où on l'attend, et qui très souvent, ses actions vont déclencher des événements et mettre en route l'histoire. Donc voilà, alors... Au niveau des archétypes, moi je suis assez d'accord, voilà, il y a rien de déconnant. Le problème, c'est pour moi le risque de s'enfermer dans des structures. Ça, c'est quand même des archétypes extrêmement basiques. Si vous allez sur un site comme TV Tropes, vous allez trouver des centaines de manière de caractériser des personnages, notamment les héros. Ils ont des dizaines de sous-pages consacrées aux différents types de héros. Voilà, c'est... En fait, c'est moi ce qui m'embête un petit peu avec ces archétypes, c'est le risque de se limiter. C'est le risque finalement d'être paresseux, parce que là, on a quelque chose de déjà établi. On sait que ça marche parce que voilà, c'est quelque chose qui a déjà été utilisé, qui va parler aux gens, dans lesquels ils vont pouvoir se reconnaître, et c'est prendre le risque, notamment
pour les personnages secondaires, de limiter son personnage secondaire à juste un archétype. Voilà, le gars, il est juste pour l'archétype et pour servir à un truc dans l'histoire. Le risque, voilà, comme tu dis Céline, c'est qu'on limite son personnage à l'archétype. Après, enfin, je pense que c'est là où on risque de faire des personnages vraiment plats et vraiment sans saveur, parce que finalement le problème aussi des archétypes, oui, c'est quelque chose qui parle, mais c'est aussi quelque chose qu'on a tous déjà beaucoup vu. Et enfin, je vois au niveau l'archétype qui est même maintenant devenu un cliché du jeune fermier, du jeune homme à qui on annonce que c'est l'élu d'une prophétie et qu'il est en fait magicien. Ouais, c'est en fait il faut arriver à renouveler l'archétype, sinon on tombe dans le cliché. Ça pour moi c'est un risque qui est vrai et qui est très grand. Donc voilà, moi ce que je pense sur les archétypes, je sais que Campbell en a quelques-uns d'autres, mais globalement ça se recoupe. Je connais pas bien ceux de Jung, je pense que je vais me documenter dessus et que j'essaierai peut-être de faire une petite vidéo sur le sujet, un petit comparatif, parce que voilà, c'est intéressant. Si les archétypes et les types de personnages vous intéressent, je vous recommande vraiment le site TV Tropes. Alors, je vous mets le lien. Où es-tu ? Hop. Voilà, vous avez ce site-là qui est un genre de wiki, donc qui est participatif et qui recense les tropes, donc les... je sais jamais comment le dire en français, en gros, les thématiques, les tendances, c'est vachement bien parce que c'est évolutif. Les pages sont remises à jour, il y en a qui sont fusionnées, il y en a qui sont divisées, et à chaque fois, il y a une définition du tropes, de l'archétype, et des exemples. Donc ça permet de voir comment c'est utilisé, comment on utilise l'archétype à fond la caisse, comment on le subvertit, comment on peut le prendre à contre-pied, enfin voilà. Moi c'est un site que je consulte très régulièrement parce que je trouve que ça me permet d'avoir énormément de recul du point de vue dramatique. Ouais, il est très bien. Par contre, il est entièrement en anglais, donc voilà. Si l'anglais c'est pas votre tasse de thé, il faut savoir ça. Alors, je vais boire une petite goutte d'eau et si vous avez des questions sur cette partie, n'hésitez pas à les poser. Alors, petite goutte d'eau. Il fait chaud. Alors, j'ai l'impression que non, ça avait l'air d'être clair, visiblement, il n'y a pas de questions dans le chat. Ok. Alors, on va voir maintenant la deuxième partie du guide du scénariste. Alors, j'essaie de vous la retrouver. Hop, parce que c'est illustré. Voilà. Donc, on passe au... comment je l'oriente? On va y arriver. Livre 2, les étapes du voyage. Donc là, pour le coup, on est clairement dans une adaptation de Campbell, mais finalement rendue digeste, parce que oui, nous l'aurons pas, Campbell, c'est absolument indigeste. Là, c'est pré-mâché pour des scénaristes, et plutôt pour des films hollywoodiens. Donc ça, on y reviendra à petit près... Pardon. On y reviendra un petit peu après, quand je vous aurai exposé c'est quoi exactement ce voyage du héros, en quoi il consiste et ce que j'en pense. Alors, globalement, le voyage du héros, c'est un héros qui s'aventure hors de son monde habituel, qui pénètre dans un lieu avec des forces surnaturelles, il affronte des ennemis, il remporte une victoire et revient à son point de départ changé avec des bienfaits à donner à son prochain. Voilà, donc ça c'est la définition de Vogler. C'est globalement toujours un héros
il dit ça peut être une héroïne, mais beaucoup des exemples qu'il donne, c'est des héros masculins. C'est pas parce qu'on cite Dorothy du Magicien d'Oz que ça cite beaucoup plus d'héroïnes, hein, bref. Donc c'est généralement un héros masculin qui est dans un environnement connu, qui va se retrouver plongé dans un environnement inconnu, qui va avoir une quête à mener, il va rencontrer des obstacles qu'il va surmonter, ça va en même temps le transformer et donc il va accomplir l'objet de sa quête et revenir à son point de départ mais en étant changé. Donc là je pense que déjà il doit y avoir pas mal de films, de séries et de bouquins qui vous viennent à l'esprit. Donc c'est une trame qui est ultra fréquente en fantasy mais pas que. Alors, on va détailler maintenant. Lui, il a divisé son voyage du héros en 12 étapes. La première étape, c'est ce qu'il appelle le monde ordinaire. C'est globalement le début où on va montrer le héros dans ce qu'on appelle en dramaturgie son statu quo. Le statu quo, c'est sa vie de tous les jours, où est-ce qu'il vit, enfin voilà, qu'est-ce qu'il fait, c'est quoi son travail, c'est quoi son environnement. Et ça, donc on établit ce monde, on établit du coup qui est le personnage, et arrive la deuxième étape qui est l'appel de l'aventure. Il y a un problème qui est posé au héros, on lui demande d'aller faire un truc. Faudrait que j'essaye d'appliquer ça à mes chimères, surtout à Corvo, on va rire. Ah ouais, écoute, je t'enverrai les notes si tu veux. Donc voilà, là avec l'appel de l'aventure, il y a un changement qui arrive et on dit au héros là tu vas devoir quitter le monde que tu connais pour aller dans l'inconnu. Dans Le Seigneur des Anneaux, c'est Frodon se rend compte qu'en fait son oncle lui a laissé l'anneau unique et qu'il va devoir quitter la comté. Harry Potter, il est dans sa vie de merde avec son placard sous l'escalier, on lui annonce qu'il est sorcier et qu'il va dans la super école. On lui annonce aussi accessoirement que ses parents sont morts en essayant de le sauver d'un sorcier maléfique. Ambiance. Paye ton trauma. Ce qui arrive assez souvent, c'est que l'appel de l'aventure, c'est pas hyper confortable pour le héros. Donc il y a très souvent une troisième étape qui est le refus de l'appel. C'est là le moment où le héros fait « Moi, mais non, pas bien envie là, non, je vais rester chez moi ». Globalement, il va essayer de trouver des solutions qui lui permettent de rester dans son monde ordinaire. Ça va être par exemple d'en référer à une autorité supérieure, ou simplement refuser. Dans Matrix, au début, Neo refuse de croire Morpheus. Il faut finalement qu'il y ait d'autres événements pour le pousser. Ouais, Matrix, c'est complètement pompé sur le voyage du héros. C'est... Voilà. Globalement, c'est à ce moment-là qu'apparaît le gardien du seuil, dont on a parlé dans les archétypes, qui a pour but de tester la motivation du héros et de lui mettre 2-3 coups dans la gueule pour voir si, avec des claques, il bouge mieux. Résumé simplement. Ensuite, en quatrième étape, on va avoir la rencontre avec le mentor. Donc le mentor, je vais pas revenir sur l'archétype, c'est le guide du héros, c'est celui qui va le motiver, qui va l'accompagner, voilà. Comme je disais, ça peut être, c'est très cliché, on en revient, les vieux dans Kaamelott et tout le monde qui s'énerve sur Perceval et qui comprend pas parce que les vieux c'est hyper mystérieux, donc voilà. Je pense que vous voyez l'idée de la rencontre avec le mentor. Ce qui peut être intéressant, c'est que le mentor peut avoir une bonne relation avec le héros, mais il peut avoir aussi une relation conflictuelle. Et je pense au film Kingsman, où finalement Eggy a une relation qui est hyper conflictuelle avec son mentor, où ils arrêtent pas de s'engueuler. Ensuite, on a la cinquième étape, le passage du premier seuil. Alors, chez Vogler, donc on a les gardiens du seuil ou du paillasson, mais on a le seuil, et c'est des éléments de l'intrigue. En fait, c'est un événement ou une épreuve
qui va faire cheminer le héros sur finalement son... Enfin voilà, dans son évolution. Ouais, Kingsman, franchement, Kingsman aussi, faudrait que je revoie le premier, mais le premier, de ce que je me rappelle, en fait, il obéit quand même pas mal au voyage du héros. Mais à nouveau, c'est fait de manière... c'est fait de manière rafraîchissante et de manière originale, avec beaucoup d'humour, avec pas mal d'action, donc voilà, pour moi, c'est pour ça que ça marche. Oui, bon ça, après, à la fin, il gagne une meuf, mais ça, si on devait s'énerver sur tous les films, on n'en regarderait plus beaucoup. Donc là, en fait, au passage du premier seuil, le héros, il va devoir faire son premier saut de la foi. Donc là, il se met... voilà, finalement, là, c'est le moment où il n'y a plus du tout de retour possible. Il y va, il a passé le premier seuil. Dans Le Seigneur des Anneaux, pour moi, c'est après l'auberge du poney fringant, où là, ils se disent, ouais, bon, là, on sent très clairement que ça pue du cul. Et alors, pour revenir sur Kingsman, moi, c'est ce que j'ai bien aimé dans le deuxième, c'est que finalement, ça développe sa relation avec la nana. Il bute tout le monde dans l'église, ouais. C'est vrai, le mentor. Ah, je rebois une goutte, parce que je suis en train de fondre. Et donc, nous arrivons à l'étape 6, test alliés et ennemis. Globalement, c'est le passage un petit peu fourre-tout qu'on retrouve dans tous les manuels d'écriture. Là, il se passe des trucs et il affronte des gens. Démerde-toi avec ça, auteur. L'idée, c'est que il va rencontrer des gens, il va se faire des alliés, des ennemis, que c'est un moment où en plus, voilà, il va progresser dans sa quête et dans son chemin personnel. Voilà, c'est... En gros, c'est aussi le moment où le personnage, il est vraiment rentré dans ce nouveau monde et il doit en apprendre les règles. Donc, d'où la rencontre avec les alliés et les ennemis. La 7e étape, c'est l'approche. Et c'est le premier contact avec une vraie force antagoniste. Ça permet de préparer le héros au fait que, là, ouais, les enjeux commencent à monter. L'épreuve 8, c'est... L'épreuve 8, non. Le huitième élément, c'est l'épreuve suprême. Alors, l'épreuve suprême, contrairement à ce que son nom indique, c'est pas la bataille finale. L'épreuve suprême, en fait, ça correspond au midpoint, donc au point médian qu'on va trouver chez d'autres auteurs. Là, globalement, à la grosse, on est à la moitié de l'histoire. Et c'est un moment où le héros va se retrouver confronté à la mort de manière réelle ou symbolique. Et très souvent, c'est le moment où le mentor crève. Écoute, merci Xian d'avoir été là. On passera peut-être faire un petit coucou sur ta chaîne pour voir à quoi tu joues, parce que ça avait l'air très beau de ce que tu m'en disais. En tout cas, merci d'être passé, puis peut-être à tout à l'heure, sinon à plus tard. Donc voilà, l'épreuve suprême, en général, c'est un moment de crise. C'est une trahison, la perte de quelqu'un, une mort, et voilà, très souvent... c'est le moment où le mentor crève. Dans Star Wars, c'est quand Obi-Wan y passe. C'est la grotte chez Campbell, tout à fait. C'est la caverne, je crois même. Dans Kingsman, c'est le moment où le mentor meurt aussi. Dans la communauté de l'anneau, c'est le moment où Gandalf chute contre le Balrog. Donc voilà, c'est quelque chose qui revient régulièrement. Cette idée d'une confrontation avec une épreuve, la mort, et le héros va en ressortir transformé. Ça nous amène à l'épreuve 9, la récompense. Donc le héros, il sort de cette épreuve et il a gagné quelque chose.
Ça peut être il a gagné une victoire, ça peut être il a gagné un objet, ça peut être il gagne l'amour de l'être aimé, l'aide d'un personnage, ou alors il gagne des nouvelles compétences. Ça peut aussi être quelque chose que le héros n'aime pas chez lui. Ça peut lui révéler des choses qu'il a pas trop envie. Tiens, un bonbon, ouais. Dans l'épisode, l'Empire contre-attaque de Star Wars, Luke, il est pas ultra joyeuse de ce que Yoda lui fait comprendre. En même temps, voilà, il découvre son côté obscur, il découvre que, voilà, quelque part le lien qu'il a avec Darth Vader, même s'il le comprend vraiment qu'à la fin. Donc voilà, ça peut être un moment de fête, de réussite, ou aussi un moment de doute pour le héros. Et donc ça amène à l'étape 10, le chemin du retour. C'est le héros qui va devoir essayer de revenir dans son monde ordinaire, ou aussi intégrer finalement ce qui lui est arrivé. Alors, Vogler dit que ça peut être le chemin du retour, on essaie de rentrer chez nous, ou ce qu'on va avoir souvent dans les films de braquage, les films d'action, c'est on a réussi le casse, maintenant il faut qu'on s'en sorte. Ou alors, on a infligé une défaite à l'ennemi, maintenant il s'est enfui, là il faut vraiment qu'on aille le dégommer une bonne fois pour toutes, qu'on n'en parle plus. Moi honnêtement, c'est un passage où j'ai un peu plus de mal, parce que je trouve pas que ce soit si universel que ça. Il y a des histoires où ça marche, des histoires où ça marche pas, mais ça, à nouveau, je vous en reparlerai plus tard quand on débriefera. Ensuite, on a la résurrection. Donc là, pour le coup, on est au climax. C'est l'ultime bataille, c'est l'affrontement suprême avec l'antagoniste. Donc là, on est vraiment sur le conflit avec un enjeu maximal, les questions de vie ou de mort, etc. Et c'est le moment où le personnage va vraiment finaliser sa transformation. Si on veut oser une métaphore un peu moisie, mais j'assume, l'histoire de l'épreuve suprême, donc la caverne, c'est un bac blanc méga corsé. Par contre, le 11, le climax, là, c'est le vrai examen. Là, c'est, voilà, on rigole plus, c'est tu réussis ou tu repiques. Et on arrive à la 12e étape, le retour avec l'élixir. Donc c'est un retour à un monde ordinaire avec la victoire, donc le retour avec l'élixir, donc globalement la victoire, et ce que le héros a appris. Alors ça, voilà, c'est 12 étapes. Ce que j'ai trouvé rigolo, c'est que Vogler, comme beaucoup de personnes qui ont écrit sur la dramaturgie, il critique un peu la forme en 3 actes. Il dit, globalement, que c'est un peu de la merde. Sauf que quand on reprend, voilà. En vrai, ça fait une structure en 3 actes. On a acte 1, le monde ordinaire, l'appel de l'aventure, le refus de l'appel, la rencontre avec le mentor et le passage du premier seuil. Donc voilà, globalement, c'est dans la dramaturgie classique, on a l'élément perturbateur et la mise en action. Le passage à l'acte 2, comme je disais, c'est le moment où il passe le premier seuil et donc on sait qu'il n'y aura plus de retour en arrière, qu'il va devoir aller jusqu'au bout de la quête. L'acte 2, c'est allié-ennemi, l'approche de l'antagoniste, l'épreuve suprême et la récompense. Donc, ouais, là on est finalement dans ce qu'on voit classiquement. Lui, il met ça en acte 2. En général, ouais, on pourrait dire que classiquement, on trouverait par exemple le chemin du retour et la résurrection dans l'acte 2, mais lui, il le met dans le 3. Donc, il met dans 3 le chemin du retour, la résurrection et le retour avec l'élixir. Donc, voilà. Alors, est-ce que cette structure-là, elle marche? Parce que je rappelle, ce qui est marqué, c'est concevoir des histoires universelles qui toucheront tous les publics. Non.
c'est pas, pour moi, c'est pas universel. Et on retrouve les faiblesses de Campbell. Campbell qui a essayé d'avoir cette espèce de monomythe universel. Il y a des trucs, tu sens qu'il les a fait rentrer au chausse-pied. Il y a des trucs, c'est là, j'y parle pas. Et moi, ce qui m'a un petit peu agacée, c'est que Vogler reprend des critiques qui lui ont été faites en disant « Bah oui, mais ça, c'est mes gardiens du seuil à moi. » Donc finalement, il dit « Bah oui, ils me critiquent parce que c'est des gardiens du seuil, donc ils essaient de m'empêcher de passer. » Et donc comme ça, il invalide les critiques et il renforce sa méthode. Tu dis « Ouais, mais non. » Donc, il n'est pas le seul à faire ça dans la Tannoumi scénario, c'est 3 discours, même discours, les 3 actes gna gna gna, puis au fait la structure de base c'est les 3 actes. Tout à fait. En fait finalement les auteurs qui critiquent la structure en 3 actes, si on regarde la structure qu'ils proposent, bah en vrai elles se découpent en 3 actes. Après là où je suis d'accord c'est que la structure en 3 actes de base, c'est tellement large qu'il fait rentrer tout et n'importe quoi, ça n'aide pas du tout. Alors, pour revenir sur Vogler, il faut se rappeler un truc, c'est que c'est un gars, il a bossé chez Disney, il bosse chez Hollywood, donc finalement, son guide du scénariste, c'est vraiment un guide du scénariste hollywoodien. Donc ça vous explique comment écrire un film qui marche à Hollywood. Et ça, j'ai fait tilt en fait en lisant Save the Cat de Blake Snyder, que j'ai plutôt bien aimé. Et lui qui est très très clair, hein, il dit très clairement, moi avec ça, c'est un manuel pratique, je vous apprends à écrire un film grand public qui se vende à Hollywood. Et Vogler, en fait, j'ai un peu l'impression que c'est ça, que oui, c'est universel à Hollywood. Donc, déjà, il y a des choses où ça va moins bien s'adapter au roman, parce que même s'il y a des similitudes au niveau de la dramaturgie, la manière de raconter entre un roman, un film et une série, c'est pas la même chose. Le roman peut utiliser la narration interne, peut utiliser les pensées, ce genre de choses que le film ne peut pas utiliser. À l'inverse, le film peut beaucoup jouer sur les effets visuels et renforcer une structure par des effets visuels. Il y a, moi je pense notamment à Stanley Kubrick qui était très 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 fort pour ça, hein, on va pas se le cacher. Alors moi j'ai regardé un petit peu au niveau des romans que j'avais écrits parce que j'avais pas super envie de reprendre ma bibliothèque et puis je me suis dit tiens on va regarder un petit peu ce que moi j'ai écrit qui a été publié, qu'est-ce qui marche. Alors pour mon premier tome d'Haydn Jones, donc ma série de fantasy victorienne, ça marche pas mal, j'ai pas toutes les étapes mais j'ai un personnage de mentor, j'ai un personnage d'allié en la personne de Grace, j'ai des antagonistes, voilà, j'ai la sortie du monde ordinaire, j'ai l'appel à l'aventure, j'ai le mentor, j'ai les ennemis, et les alliés, pas les alliés. Globalement, on peut retrouver la structure. Ça marche très très bien pour une nouvelle que j'ai écrite. Je bois une goutte d'eau parce que je suis en train de perdre ma voix. C'est une structure que j'ai adaptée pour une nouvelle, donc la nouvelle Fabuleuse qui est parue dans le numéro 16 du magazine Éterval qui était consacré aux contes de fées. Et en fait, Fabuleuse, ça marche très bien parce que ça parle du pouvoir des histoires. En fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a qui est une fabuleuse. Donc, elle a le pouvoir d'utiliser les archétypes des histoires. Et en fait, son ennemi au collège a kidnappé le petit frère qu'elle était censée surveiller, qu'elle n'a pas surveillé parce qu'elle préférait dessiner. Et en fait, il lui dit, elle l'entraîne dans une espèce d'usine désaffectée et les deux vont se combattre en utilisant la magie. Et très clairement, j'ai utilisé le voyage du héros parce que ça marchait parfaitement. C'était pile dans le thème, vu que, en plus d'un côté méta, c'est que c'est une nouvelle qui parle du pouvoir des histoires, des archétypes, des contes de fées, de comment on peut les utiliser, comment ils résonnent dans notre imaginaire collectif. Donc voilà, avoir cette structure-là, c'était parfaitement indiqué.
Sur mes autres romans, Le cœur des Lyries, j'ai publié chez Voyelle. Non, en fait, non, j'ai pas... Enfin, vite fait, je retrouve quelques éléments, mais c'est tout. En fait, et c'est pas pour ça que c'est un mauvais roman, il fonctionne très bien comme ça. Pour La Ligue des Ténèbres, en plus, vu que c'est une structure par épisode, c'est compliqué d'avoir vraiment cette douzaine d'étapes. Et pour ceux du Mercure, où là j'ai une narration chorale avec des lignes narratives entrecroisées, voilà. Donc, pour moi, c'est pas universel. Malgré tout, je pense qu'il y a des histoires pour lesquelles ça va bien marcher. Notamment tout ce qui va être des histoires de personnages. Alors, comment je regarde dans quel ordre j'explique. Alors, déjà, voilà, pour moi, ça va marcher pour les histoires qu'on appelle character driven, donc des histoires où on va se centrer vraiment sur l'évolution d'un personnage. Toutes les histoires sont plus ou moins centrées sur les personnages, mais là, et ça c'est vraiment l'école hollywoodienne, parce qu'on le retrouve chez Truby, on le retrouve chez Snyder, on le retrouve chez York, et là je suis en train de lire Robert McKee, et du peu que j'ai lu, on le retrouve aussi. Il y a cette idée d'arc de transformation du personnage, et que le personnage doit commencer dans un état A et finir dans un état B, et que voilà, on doit voir son évolution tout au long du film. Il y a une Mina qui passe derrière. Tu veux revenir dormir sur mes notes, Chippy? Non, visiblement. Là, elle est en train de patasser. Ce qu'il faut se dire, c'est que les histoires, dans les histoires de personnages, ça va bien marcher pour tout ce qui va emprunter au registre du conte, emprunté au registre de la comédie au sens antique du terme et de la tragédie, sachant que les deux sont liés. Parce que finalement, à la fois dans la comédie et dans la tragédie, on va avoir des évolutions de personnages qui se retrouvent dans les emmerdes à cause d'un défaut. Dans la comédie, c'est traité par le rire et ça se finit bien. Dans la tragédie, finalement, leur défaut tragique va faire que ils vont s'enfoncer encore plus. Dans les films qui sont tout le temps cités, dans les films de scénaristes, dans les bouquins de scénaristes, il y a Tootsie en comédie, où finalement c'est l'histoire d'un gars qui est misogyne et qui va se retrouver à devoir se déguiser en femme pour trouver du travail en acteur, et du coup qui va prendre conscience de à quel point il traite mal les femmes et donc va évoluer. C'est fait sur le registre de la comédie, et on a en moderne, on va avoir Le Parrain, où là c'est la transformation d'un homme, mais qui part d'un gars qui est plutôt honnête, qui ne veut rien avoir à faire avec sa famille mafieuse, et qui finit en parrain de la mafia. Tootsie, je l'ai pas vu, mais j'aime bien Dustin Hoffman, donc il faudra que je le regarde un de ces quatre. Je pense que ça marche bien aussi pour tout ce qui est récit d'apprentissage, coming of age story, donc on a un personnage inexpérimenté qui va se retrouver plongé dans un monde qu'il ou elle ne connaît pas et va devoir évoluer. De toute façon, voilà, toutes les intrigues où on va être plus centré sur l'évolution d'un personnage que sur le progrès de l'intrigue, où finalement l'intrigue va vraiment être subordonnée à l'évolution du personnage, c'est une structure qui peut être intéressante. Par contre, ce que nos amis hollywoodiens oublient, c'est que il n'y a pas que des histoires de personnages. Donc oui, le personnage est quand même très souvent un focus, mais il y a des histoires qui vont avoir d'autres focus, et ça, c'est Orson Scott Card qui en parle, et qui parle du MICE. Donc, je vais vous l'écrire. MICE, comme une souris en anglais, donc pour milieu, le milieu, ID, l'idée, character, le personnage, et event, l'événement. Lui, en fait, sa théorie, c'est que une histoire, elle est un petit peu de tout à la fois, mais le focus va être mis un peu plus
sur un aspect. Dans l'école hollywoodienne, on est très character driven. On a l'impression, voilà, qu'il y a que ça qui existe. J'ai envie de dire, en même temps, en film, voilà, faut pouvoir attirer les acteurs. Faut qu'ils aient quelque chose à jouer. Mais il y a beaucoup d'autres histoires qui utilisent le M, le I ou le E. En histoire de milieu, ça va être toutes les histoires qui se concentrent plus sur l'univers en général que sur l'évolution des personnages. Je pense, bon, on peut citer Tolkien, mais là, moi qui me vient à l'esprit, je suis en train de lire la trilogie du problème à trois corps de Liu Cixin, qui est de la SF chinoise. En fait, ça commence à notre ère, où on se rend compte qu'il y a eu un contact pendant la révolution culturelle avec des aliens, et qui en fait débarquent pour exterminer l'humanité. Et donc le premier tome se passe à notre époque, mais à partir du deuxième, on va avoir des bonds temporels et on voit très clairement, donc on a toujours un personnage en focal qui sert de point d'entrée, mais l'important c'est vraiment l'univers, comment la Terre évolue face à cette menace extraterrestre, comment technologiquement ça évolue, c'est quoi les conséquences, le mode de vie, et vraiment on a cet aspect fresque, et le personnage le plus important c'est vraiment l'univers, parce que c'est ce qui fait le lien sur les 3 tomes, et franchement c'est costaud à lire, hein, surtout le tome 3, et c'est une pavasse, ça fait plus de 800 pages, mais c'est vraiment super intéressant, parce qu'on a cette entrée avec le personnage. On a un petit peu d'évolution du personnage en même temps, vu ce qu'ils te prennent dans la gueule. Ils font tous une dépression à un moment ou à un autre, parce que voilà, ils ramassent plein la figure. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on voit l'évolution de cet univers siècle après siècle à travers leurs yeux. Et là, pour moi, on est vraiment dans une histoire de milieu, et c'est des histoires qui sont tout à fait valables. En histoire ID, donc c'est les histoires un peu high concept. Donc on va avoir un concept de base très très fort. Qu'est-ce qui me vient en tête, en idée Ah bah oui, en film, j'ai vu il y a pas longtemps, c'est The Deep House. En fait, c'est une maison hantée sous l'eau. Et c'était vachement bien. On a bien flippé nos races quand même. En fait, c'est un couple de deux youtubeurs qui font de l'urbex et qui vont plonger dans un lac dans les Hautes-Alpes, en fait, où il y a une maison au fond du lac. Et donc, bah, eux, leur idée, la maison a une... Enfin, voilà, la famille qui l'habitait a une histoire un peu étrange. Et donc, bah, eux, ils plongent dans cette maison au fond du lac. Et donc, c'est vraiment une histoire de maison hantée, mais en plongée sous l'eau. Voilà, donc il n'y a pas trop de développement de personnages. Là, ce qui sous-tend tout le film, c'est vraiment ce concept et comment on va pouvoir l'utiliser pour faire flipper sa race au spectateur. Et voilà, il est efficace à ce niveau-là. Dans les histoires d'idées, on a aussi tout ce qui va être enquête policière. Et c'est Mary Robinette Kowal de Writing Excuses qui a fait toute une série d'épisodes justement sur le Mice de Orson Scott Card. Et elle, plutôt que Heidi, elle parle de inquiry. Donc inquiry, c'est l'enquête, c'est poser une question. Donc globalement, le I, c'est toutes les intrigues où le moteur, ça va être de répondre à une question. Et si on regarde finalement les intrigues policières, l'évolution du personnage, souvent elle est assez anecdotique. Vraiment, ce qui fait les thrillers aussi, ce qui fait qu'on continue à lire et qu'on tourne les pages, c'est qu'on a envie de savoir. Quelque part, on s'en fout un peu de savoir si le personnage va résoudre son complexe d'Oedipe. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir qui a buté le colonel Moutarde, dans quelle pièce et avec si c'est avec le chandelier ou avec autre chose. Donc voilà. Ensuite, on a les films centrés
les films et les histoires centrés plutôt autour d'un événement. Et bah là, très clairement, c'est les films d'action. Pareil, on a des personnages, c'est eux qui servent de point d'entrée, mais finalement, ce qui nous intéresse, c'est les événements et comment les personnages y répondent. Donc là, on va avoir tous les films d'action. Je pense qu'on peut classer un certain nombre de thrillers là-dedans. On va avoir aussi tout ce qui va être film catastrophe, les récits horrifiques type slasher, où là c'est pas trop l'idée du développement, mais c'est plutôt il y a un tueur qui essaie de les buter, comment ils réagissent. Donc voilà, tout ça pour dire en fait que là ce que Vogler propose c'est une vision, mais pour moi c'est vraiment loin d'être la vision universelle et qu'il y a d'autres types d'histoires qui existent et qui sont tout à fait valables. C'est pas parce que l'histoire que vous écrivez, vous dites oh là là, mais j'arrive pas à appliquer ça, ça marche pas du tout, comment ça se passe, etc. Posez-vous la question, peut-être que vous êtes en train d'écrire une histoire plutôt de milieu, d'idées ou d'événements, et c'est parfaitement ok. En fait, il y a pas un type d'histoire qui est supérieur aux autres, c'est juste que Hollywood aime les recettes qui marchent et celle-ci elle fonctionne. Un slasher c'est pas trop voyage du héros. Et ce serait intéressant de faire un slasher voyage du héros. J'ai trop d'idées à la con, sérieux, je fatigue. Alors, le problème aussi que je vois, oui, bah de ce que tu m'en disais, alors j'ai pas encore eu le temps de lire ce que tu m'avais envoyé, mais de ce que tu me disais, ton gang des Lolita, clairement, c'est des personnages qui répondent à un événement. Et voilà, c'est... En fait, oui, pour moi, il n'y a pas vraiment un seul type d'histoire qui se valent, ça va vraiment dépendre de ce que vous voulez raconter. Il y a des fois, bah, ça va être une histoire de personnage où ça va mieux parler. Moi, je sais que ceux du Mercure, j'ai des arcs du personnage, mais c'est quand même beaucoup plus une série qui est centrée sur idées et événements. Parce que voilà, les personnages, bien sûr, vont avoir leur évolution, mais c'est, on va dire, à part égale avec les questions qu'on se pose, notamment au début du tome 1, c'est qui a posé la bombe et pourquoi, et ensuite les réactions aux événements qui arrivent et qu'il faut rebondir les choses. Finalement, les évolutions des personnages vont avoir un petit peu d'impact sur la manière dont ils réagissent, mais voilà, c'est beaucoup les événements et les antagonistes qui les forcent à bouger. Hey, bonjour Rachel, je suis contente que tu arrives enfin à nous rejoindre et que l'informatique ait cessé de te faire des misères. Tu vois, Mina a quitté mes notes. Et donc, là, est vautrée sur le canapé. Alors, ensuite, moi, ce qui me pose aussi problème sur ces structures-là, c'est que ça marche plutôt bien si on a un narrateur unique. Or, si on a plusieurs personnages et une narration chorale, ce qui, moi, est le cas sur plusieurs de mes projets, qui est quelque chose qu'on trouve quand même assez souvent en SF, en fantasy, enfin dans les littératures de l'imaginaire, j'ai un petit doute, je suis pas sûre que ça marche aussi bien, parce que t'imagines, t'as 3 personnages principaux, chacun tu vas devoir leur faire leur voyage du héros, donc ils vont tous passer le seuil ensemble, ils vont tous rencontrer un mentor, ouais, c'est à mon avis, ça, si c'est à être utilisé dans une narration chorale, je pense que ça va peut-être marcher pour un personnage, mais pour les autres il va falloir trouver autre chose, sinon ça va être ultra redondant. Et pour autant, bah moi j'aime bien les narrations un peu chorales comme ça, parce que je trouve que quand on n'accroche pas à un personnage, ça permet de pouvoir suivre un autre personnage. Moi je sais que c'est ce que j'aime beaucoup dans Game of Thrones, c'est voilà, d'avoir cette multiplicité de points de vue, de voir qu'ils sont tous différents, qu'ils réagissent tous de manière différente, de voir aussi la manière dont ils se voient entre eux. Enfin voilà, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup lire et que j'aime bien écrire. Donc il est hors de question que je m'en passe.
Je sais qu'il y a des projets où là, ben, pour l'instant, ceux que j'écris, c'est en narrateur unique. Mais j'en ai d'autres où, enfin voilà, Rachel connaît du Murmuret d'ombre, qui est un projet fantasy que je traîne depuis plus de 10 ans. On est avec beaucoup de personnages point de vue, parce que voilà, ça... Vu que j'ai beaucoup d'événements, que j'ai beaucoup de lignes narratives, j'ai besoin d'avoir pas mal de personnages. Et voilà, et pour moi c'est ok, parce que c'est ce dont l'histoire a besoin. Et je suis en train de me liquéfier, tout va bien. Je pense que je vais vraiment prendre une douche froide avant d'aller me coucher. Alors, le danger aussi que je vois à cette structure, c'est d'essayer de la calquer à tout prix. Et bon, bah ça, c'est un danger qui pour moi existe avec toutes les structures. Voilà. Donc là, je reviens. Concevoir des histoires universelles qui toucheront tous les publics. Non. Non. Si vous voulez utiliser la structure, il n'y a pas de souci. Je pense que c'est un bon outil, que ça peut voilà, vous donner, de bonnes idées. Puis bon, on sait que ça marche, on sait que c'est quelque chose qui va parler au public. Si vous arrivez à le faire de manière originale, comme par exemple l'a fait Kingsman ou comme l'a fait Matrix, parce que finalement avoir un univers cyberpunk avec quelque part des codes qu'on associe plutôt à la fantasy, c'est aussi ça qui était novateur à l'époque où c'est sorti. Donc voilà, si vous voulez l'utiliser, que vous avez une histoire qui colle, c'est cool. Mais il faut pas vous dire qu'il faut absolument l'utiliser et essayer de faire rentrer. Votre histoire, elle a son rythme et son énergie propre. Il faut vraiment être à l'écoute de ce qui marche ou ce qui ne marche pas pour votre histoire. Là, on part plus dans le domaine, bon bah déjà de l'expérience, hein. Plus vous allez écrire d'histoires, et plus simple ça va être de repérer les moments où ça marche, les moments où ça marche pas, ce qu'il faudrait au début on fait je sais pas du tout, je suis perdue, mais plus vous allez écrire et plus vous allez avoir de retours sur vos textes, plus aussi vous allez faire attention aux structures narratives des œuvres que vous aimez. Là, vous allez vous rendre compte de ce qui résonne en vous, de ce qui marche, et je pense que c'est là où vous allez vraiment pouvoir utiliser les structures comme ce voyage du héros de manière, on va dire, de manière fluide. Après, il faut peut-être pas chercher tout de suite à utiliser ces structures. Ce que je reproche, c'est finalement, il décortique une structure d'une œuvre qui est déjà filmée ou écrite. Donc, en fait, le truc est déjà fini et on va faire un peu de la rétro-ingénierie pour essayer de déterminer les étapes. Sauf que quand on est en train de créer l'histoire, qu'on soit architecte comme moi, enfin moi je suis jarditech maintenant, ou randonneuse, enfin bref je suis entre les deux, ou profil plus jardinier, donc qui va le plus à l'instinct, c'est très très compliqué de savoir exactement la structure. Je vois même moi qui fais des plans, ça bouge toujours énormément au niveau de l'écriture, parce que je me suis rendu compte que non, en fait ça marche pas, ça marche mieux, et je pense que c'est une structure qui est, pour moi, les structures comme ça, c'est plus intéressant en correction et en relecture que en tramage et en écriture pure. Moi, j'aurais tendance à conseiller de dire, vous le faites à l'instinct, vous voyez ce qui marche pas, et sur ce qui marche pas, à ce moment-là, oui, vous pouvez aller piocher dans les structures qui existent, et voir un petit peu concrètement, est-ce qu'il n'y a pas des trucs qui résonnent, des trucs où vous vous dites, ah mais tiens... Là, effectivement, j'ai un héros, ce personnage-là, ça peut être le mentor. Ah, mais tiens, pour cette structure-là, j'ai pas l'affrontement au milieu. Tiens, et si jamais je faisais un affrontement et que, par exemple, le héros découvre ça sur lui, ah du coup, il est pas content, ça lui pose problème, donc voilà.
pense vraiment, enfin moi, plus ça va, plus je me dis que les structures toutes faites comme ça, en vrai, il faut pas les utiliser pour construire une histoire parce que ça embrouille plus qu'autre chose et c'est prendre le risque de plaquer une structure préexistante, une structure qui est figée et rigide sur un truc qui est encore fluide et mouvant. Et vous risquez d'étouffer votre histoire et d'étouffer votre créativité. Enfin bon, ça voilà, c'est mon avis personnel, vous en faites ce que vous voulez, c'est issu de l'expérience, donc là aussi, voilà, moi ça fait quand même une quinzaine d'années que j'écris, depuis 2012 que je suis publiée, donc voilà. À nouveau, vous en faites ce que vous voulez. Alors, pour terminer, je voudrais vous montrer un petit outil, c'est un ami qui me l'a prêté. C'est ceci, le Fabuladec. Vu que j'ai fait pas mal de recherches sur des bouquins de dramaturgie et que la technologie nous piste, ben, j'arrêtais pas d'avoir les pubs et puis je me demandais un petit peu qu'est-ce que c'est, etc. C'est pas donné, je crois que c'est quand même une trentaine d'euros, donc je dis ouais c'est sympa mais je suis pas sûre que ça me plaise et donc bah, je remercie Arthur Morgan qui m'a gentiment prêté ça. En fait c'est un jeu de cartes qui reprend le mythe le voyage du héros. Donc globalement, là vous allez avoir, j'espère que vous voyez bien, hop, voilà. On va avoir le voyage du héros, donc le développement. Donc on commence, on retrouve le monde ordinaire. Call to action, l'appel à l'action. Anxiety of the call, le refus de l'appel. L'aide du mentor. Le passage du premier seuil. Le nouveau monde. Trials, donc je pense que ça doit être ça qui correspond à allié et ennemi. Fulfillment, c'est qu'est-ce que le héros a appris sur lui. Nightfall, c'est l'heure la plus sombre, donc c'est vraiment le moment où on a l'impression que tout est perdu. Central Trial, voilà, ça c'est la caverne chez Campbell, c'est le midpoint, le moment du milieu. Qu'est-ce qu'on a après Relapse, on va avoir, bah, le héros repart dans ses méchants travers. On va avoir la résurrection, la conclusion. Ensuite, on a des cartes héros 1, héros 2, narrateur, oui, ça peut être intéressant. Ou ça peut servir un troisième héros. Donc voilà, l'idée, de ce que j'ai compris, c'est de placer ces cartes et d'essayer de dire, bah voilà, globalement, mon héros, il commence là. Tiens, j'avais pensé à ça, enfin voilà, de jouer un petit peu. Alors, j'ai pas encore essayé, mais j'avoue que le fait que ce soit en carte comme ça et que du coup qu'on puisse le bouger et voir physiquement quelle place ça va prendre, ça m'interpelle. Je me demande si ça pourrait pas être intéressant. Ensuite, on a des cartes assets, donc c'est les atouts. J'espère que vous voyez bien. Vas-y, fais la mise au point. Donc on a assets, on a la sous-intrigue 1, 2, on a le concept et le thème, la forme, on peut faire un mood board, quel est l'espace dans lequel ça se situe, quels sont les objets magiques, les héros, les alliés, les ennemis, qui est le narrateur. Et ensuite, on a le dernier set de cartes, c'est l'ordre des événements. Donc là, on va avoir par exemple une carte... alors, essayer de les remettre dans l'ordre. On va avoir... Oh, je suis aux fraises, moi, pour bien montrer à la caméra. Voilà. On va avoir une carte prologue. Une carte acte 1, le setup. Donc, c'est le monde ordinaire. Donc, globalement, bah voilà, on présente le personnage, on retombe sur désir, besoin. Le catalyste, c'est l'incident déclencheur. Ensuite, acte 2, Rising Action. Donc là, on nous dit introduisez les changements, les ennemis, les nouveaux personnages. Le midpoint, le fameux. La crise, le lecteur pense tout est perdu. Le climax, qui est le climat le plus... Enfin, le climat, je fatigue. Qui est le moment, finalement, le conflit le plus intense. La solution. Et l'épilogue.
Voilà. Alors, je l'ai récupéré il y a une quinzaine de jours. Pour le moment, j'ai un peu regardé. J'ai pas trop joué avec, mais ça m'interpelle quand même. Et là, j'ai un projet de super-héros steampunk qui me trotte dans la tête depuis un petit moment. Et ah, il existe en français. Intéressant, intéressant. Bah écoute, de toute façon, moi, je vais le tester. Je pense que je vais essayer cet été de m'y mettre, de jouer un petit peu avec et de voir concrètement sur une trame pour un roman qui, à mon avis, devrait pas mal coller au voyage du héros, vu que je vais avoir une héroïne. Voilà, en plus que moi j'aime bien les trucs méta, on va être dans le thème en plus. C'est quoi l'héroïsme, jusqu'à où on peut aller pour défendre ses valeurs. Voilà, finalement aussi, avec une qui a des pouvoirs, ceux qui ont des pouvoirs, bah, c'est quoi les responsabilités? Donc vraiment des thématiques qui vont résonner avec le voyage du héros. Et là, pour le coup, j'ai un character arc qui va être très très fort. Et qui va vraiment s'entremêler avec les événements que j'ai prévus. Donc là, à vue de nez, je pense que ça pourrait coller pour le voyage du héros. Donc ça, ce que j'aime bien, c'est que ça a un côté plus fluide. Finalement, c'est pas 1, 2, 3, 4... Voilà, non, c'est des cartes. Globalement, on va avoir des gros repères, mais il y a des trucs qu'on va pouvoir bouger entre deux. Et je me dis de pouvoir étaler sur mon parquet. Je me fais pas d'illusions, je pense que je vais avoir des chats dessus. Ça me paraît difficile de faire autrement, hein. Ah Mina, déjà que j'avais des chats sur mes notes. Mais voilà, je suis intéressée de voir ce que ça peut donner au niveau prise en main et tramage. Donc je pense que c'est ce que j'essaierai de faire, c'est de filmer et d'en faire un vlog pour faire un retour, pour voir concrètement comment ça se manipule, comment moi je l'ai senti, est-ce que j'ai trouvé sympa, efficace, qu'est-ce qui a manqué pour moi, qu'est-ce que moi je rajouterais comme carte, voilà, parce que ça peut être un outil intéressant. Ce qui serait bien, ce serait qu'il propose des cartes, voilà, nous de pouvoir faire des cartes vierges pour pouvoir faire nos propres cartes en fonction, nous, de nos thématiques récurrentes, de notre imaginaire, etc. Donc voilà, bah là écoutez, moi je vous ai présenté tout ce que j'avais à dire sur Vogler. Alors quand même, pour finir, est-ce que je recommande la lecture du héros 1000 visages? Non. Non, à moins que, comme moi, vous soyez intéressé par la mythologie et tout le côté cosmogonie, création d'univers. Là, ça peut vous intéresser, mais je pense qu'il y a moyen de trouver un truc qui est un peu plus simple d'accès. Est-ce que je recommande le guide du scénariste de Christopher Vogler? Oui, plutôt. Déjà parce qu'il est vachement moins chiant à lire. C'est bien écrit, la traduction est bonne. Bon, en plus, le bouquin est un petit peu chiadé, parce que comme je vous montre, voilà. Bon, ça fait toujours plaisir d'avoir des petites choses comme ça dans un bouquin. Enfin, voilà, moi j'aime bien. Après, comme tout bouquin d'écriture, il faut vraiment le lire en gardant en mémoire que il a beau dire que c'est universel, il détient pas la vérité absolue. Il détient une partie de la vérité, donc il va y avoir des choses intéressantes. Ça va peut-être résonner super fort en vous et vous allez totalement adhérer, ça va devenir un outil formidable pour vous pour créer vos histoires. Ça va peut-être vous laisser complètement froid. Si l'écriture vous intéresse, je vous encourage quand même à le lire, surtout que là on a une traduction française, donc on n'a même pas la barrière de la langue, de pas assez bien parler anglais pour bien comprendre, donc voilà. De toute façon, faites-vous votre opinion. Je pense qu'il y a forcément des choses à récupérer. Et en plus, ce qui va être rigolo, c'est qu'une fois que vous connaîtrez le voyage du héros, vous allez pouvoir repérer le pattern dans les films, les séries, les bouquins, et ça c'est super rigolo. Donc voilà ce que j'avais à dire pour ce live. Bah écoutez, si vous avez des questions maintenant, s'il y a des choses où vous voulez que je revienne, que je réexplique, n'hésitez pas.
Moi, en attendant, je m'hydrate. Alors, j'en profite pour remontrer aussi à ceux qui n'étaient pas là en début de live. Voilà, le nouveau bébé. Donc, c'est la nouvelle anthologie du Paris des Merveilles qui est sur le thème des enquêteurs du Paris des Merveilles. Et il y a une de mes nouvelles au sommaire, Chat, crime et botanique, que j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire. Franchement, je me suis éclatée. J'ai un chat et les belles, j'ai une nordiste brute de décoffrage en enquêteur. Donc, pas de questions non plus, merci pour tout. Bah écoutez, c'est que c'était clair. Alors, bah écoutez, là, moi, j'en ai terminé pour ce soir. Il est beau, hein. Ouais, franchement, je disais, je vois le dos. Pas de questions, grand merci pour ces explications, bravo pour la nouvelle. Bah écoute, merci beaucoup Inaji, et puis bienvenue sur le chat. Très contente que ça t'ait plu. Donc je remonte, on voyait là, on a la tranche qui est bien illustrée, on a le dos, enfin voilà. C'est un beau bouquin et c'est vraiment chouette parce que là en plus je l'ai à côté de mes deux Paris des Merveilles, donc l'édition grand format et l'édition poche de la première anthologie, et voilà, c'est vraiment chouette. Alors, je regarde, je pense que Xian doit être en live. Est-ce qu'on ferait pas un petit raid chez Xian? Oui, la chouette et la Blairelle est en live et elle joue à Apothéon, qui est un jeu, elle m'a dit, sur la mythologie grecque et qui a l'air animé un petit peu dans le style des vases grecs. Alors, est-ce que ça vous tente qu'on fasse un petit raid chez Xian? Ah oui, c'est vrai que tu avais le bêta lu le début, bah je pense qu'elle va bien te plaire. Voilà, donc si vous êtes ok, vu que Xian fait la gentillesse de passer, tu nous laisses. Bah écoute, y a pas de souci. Bah merci beaucoup d'être venu. Passe une bonne soirée. J'espère que tu n'es pas trop en train de fondre. Et donc, bah, pour ceux qui restent, on va faire un petit live chez Xian parce que j'avoue que je suis très curieuse. Oh, ça a l'air beau, ouais. Et donc... Et voilà, on lance le raid chez la chouette et la Blairelle. Et puis moi, je quitte et je vous dis bah, merci beaucoup à tous ceux qui étaient présents. On se retrouve dimanche pour un live écriture, dimanche après-midi. Et puis moi, je vous fais des bisous et une bonne soirée à tous. Bye bye.